Donc on va reprendre cette journée d'études avec une deuxième table ronde qu'on a intitulée « L'urbanisme transitoire comme laboratoire d'une ville inclusive ». Il y a du nom, hein, il y a des concepts. On va commencer avec Étienne Fabrice, directeur de la ville autrement, un GIE, un groupement d'intérêt économique, un machin qui va nous présenter. Je te laisse la parole, Étienne. Merci. Merci Nicolas, bonjour à toutes et tous et merci de m'avoir invité à partager vos réflexions sur cette journée d'études. Donc, je n'ai pas prévu de support de présentation. Vous allez être contraint et contrainte de m'écouter. C'est un truc un peu bizarre, mais non. Et j'ai hésité à notamment vous donner quelques visuels sur les projets dont je vais vous parler, mais ces projets sont, pour les personnes qui sont intéressées, vous trouverez largement de quoi les documenter sur Internet si vous faites des explorations sur le web. Donc peut-être commencer par dire quelques mots de ce machin. Merci Nicolas, le GIE La Ville Autrement. Donc effectivement c'est un groupement d'intérêt économique. Pour aller très vite, c'est un groupement d'intérêt économique à l'origine duquel se trouvent des organismes de logement social qui avaient décidé de mutualiser des moyens entre eux, notamment sur la question du foncier, de la prospection foncière, de la stratégie urbaine, tous les enjeux liés au développement. Et ces organismes HLM sont allés chercher ou ont rejoint ce GIE deux acteurs associatifs plutôt du secteur de l'hébergement et du logement accompagné. Donc pour les locaux, je vais vous dire qui sont les membres de ce GIE, ça vous parlera. Donc il y a un office public de l'habitat rattaché à la métropole de Lyon qui s'appelle Est Métropole Habitat, qui fait partie des 3 OPH métropolitains. Il y a une coopérative HLM donc, qui est plutôt tournée sur le secteur de l'accession sociale à la propriété qui s'appelle Rhône-Saône Habitat. Il y a une société d'économie mixte qui s'appelle la Société Villeurbannaise d'Urbanisme, et plus connue sous le nom de la SVU, qui gère notamment les gratte-ciel sur Villeurbanne, mais aussi qui a une activité sur tout ce qui concerne l'activité économique et l'urbanisme commercial. Et donc les deux acteurs associatifs qui ont rejoint le GIE existent depuis maintenant 20 ans, puisqu'il avait été créé en 2004. Et il s'est élargi aux acteurs associatifs avec 2 opérateurs qui sont Alinéa d'une part, donc qui notamment gère le SAMU social, mais qui aussi, on va dire, est un des opérateurs reconnus sur les questions de grande exclusion sur la métropole de Lyon. Et puis un acteur du logement accompagné qui est la Fondation Aralis, donc qui gère résidence sociale et pension de famille. Donc c'est ce GIE, comme tout groupement, sa raison d'être, c'est on met en commun des moyens. Donc il se trouve qu'on est 25 salariés dans le GIE au service des membres. Mais la finalité, bien évidemment non. Là où ce GIE est intéressant, c'est qu'au-delà on met en commun des moyens pour faire des économies d'échelle et éviter de mutualiser ces moyens, c'est surtout au profit de développement de projets en commun. C'est-à-dire que l'enjeu du GIE, c'est comment les moyens dédiés ne servent pas individuellement chacun des membres, mais permettent de développer des projets ensemble, faire bouger les lignes, de décloisonner entre les enjeux logement, hébergement, logement accompagné, puisque avec ces 5 structures membres, on va dire qu'il y a toute la gamme des réponses en matière d'hébergement, de logement et de logement aidé, on va dire. Et donc l'histoire... On ne travaille pas uniquement sur des questions d'urbanisme transitoire, mais il se trouve que l'urbanisme transitoire fait partie un petit peu de la marque de fabrique de ce GIE, en sachant que les 2 associations que j'évoquais qui ont rejoint le GIE, ça datait il y a maintenant 10 ans, c'était en 2013. Et tout ça est né en fait de la rencontre entre des opportunités et de la réponse à des besoins qui ne trouvaient pas de satisfaction dans les réponses ordinaires du logement ou de l'hébergement. Et alors j'apercevais ce matin Sarah Dogri, je ne sais pas si elle est toujours là, oui je la vois toujours, ce dont je vais parler, elle en était vraiment partie prenante en 2013. C'était une expérience où en fait au sein du GIE, lorsqu'il y a un travail de
prospection foncière, on fait des réserves foncières en vue de faire une opération immobilière. Et entre le moment où on achète un terrain et le moment où on va réaliser les premiers travaux, il se passe plusieurs années parce que on va déposer un permis de construire, parce que si on est soumis au code des marchés publics, on va faire des appels d'offres, pour peu qu'il y ait des recours, pour peu qu'on attende d'avoir une parcelle mitoyenne avant de développer un programme plus conséquent. Tout ça prend beaucoup de temps. Et avant le GIE, je dirais que le bailleur qui est à l'origine du GIE, qui est S Métropole Habitat, faisait comme la plupart des bailleurs, c'est-à-dire que ces biens qui avaient été achetés, s'il y avait un bien bâti, au mieux, il le confiait pendant une année à des étudiants. Parce que il y avait toujours cette crainte de dire il ne faut pas que l'occupation de ce bien vienne perturber mon calendrier de livraison de mon opération qui est prévue. Et donc je le loue pendant une année à des étudiants, puis je sais que les étudiants ils vont pas rester, donc je peux le relouer une autre année, etc. Ça c'était dans le meilleur des cas. Et puis le cas le moins favorable, c'était ce que font la plupart des organismes ou des promoteurs, voire des collectivités, c'est qu'ils sécurisent le bien pour éviter qu'il soit squatté. Et donc, par l'intermédiaire du GIE, où du coup, il y a une relation, on va dire, de confiance assez forte entre les membres et une volonté de travailler ensemble, on a rapidement, dès 2013, créé un projet qui s'appelait Rue Habitat, qui est devenu Rue Habitat et dont sur lequel Sarah était très mobilisée, où en fait l'idée c'était, on était avant le programme du chez soi, on était avant le fait que la métropole de Lyon soit territoire de mise en œuvre accélérée, et on a mis à disposition des maisons sur lesquelles il n'y avait pas de voisinage immédiat, avec des grands terrains, pour des personnes dites grandes exclues, 15 ans de rue, dans des logiques de colocation. Alors je ne vais pas revenir trop longuement sur cette expérience-là, mais le petit clin d'œil qui est intéressant, c'est que rapidement, cette expérience en 2013, elle nous a vite révélé que ce qu'on pensait être bien pour les gens, c'est-à-dire que on se disait, il y a des gens, ils sont ensemble dans la rue, ils seront bien ensemble dans du logement, mais en fait, ils n'avaient pas envie de vivre forcément ensemble. Et puis, ce qu'on disait aussi, c'est que les gens, ils ont des difficultés à se projeter, et donc le fait d'avoir quelque chose de temporaire, ça va les rassurer. Dès que les gens venaient, la première chose qu'ils disaient, c'est « Ah, c'est super, c'est là que je veux vivre ». Donc aujourd'hui, ces gens, ou ce type de profil, on les accueille directement sur des solutions pérennes dans le parc social, puisqu'il y a la mise en place de la politique du logement d'abord, avec des modalités d'intervention adaptées, d'intervention sociale. Mais par contre, ce qu'on a rapidement vu aussi, c'est que ce qu'on défend à travers le logement d'abord, à savoir le fait qu'il n'y a pas de caractère prédictif sur la capacité à habiter, là, on l'a vu très clairement, on l'a expérimenté. C'est-à-dire que, y compris vu d'Alinéa, et puis les personnes d'Alinéa qui sont présentes pourront me contredire si c'est pas le cas, mais moi, il me semble que si les travailleurs sociaux avaient dû mettre une pièce sur tel ou tel profil pour dire, lui, en gros, à la sortie du temporaire, il relève du logement ou il en relève pas, je suis pas sûr qu'ils auraient désigné les bons profils, et qu'à l'inverse, des personnes sur lesquelles ils n'auraient pas misé beaucoup, ils sont dans de l'habitat et ils y sont encore aujourd'hui et ça fonctionne. Donc en tout cas, ça a rapidement pour nous fait la démonstration que l'approche, pour prendre des grands termes propédeutique sur les capacités habitées, etc., et même si j'y ai travaillé pendant des années, c'est un peu... c'est bullshit, quoi. Donc on a commencé comme ça sur une petite expérience et puis rapidement aussi, toujours en 2013, alors ça met un peu plus de temps à se développer, on s'est dit ok, quand il y a du foncier avec du bâti dessus, on va faire ce qu'on appelle de la gestion intercalaire, on va mettre à disposition ces logements-là. Et puis parfois on a des emprises foncières sur lesquelles il n'y a pas de bâti, mais où c'est ballot de laisser des espaces inoccupés. On est dans un secteur trop tendu sur l'agglomération lyonnaise où on ne peut pas se permettre de passer à côté des opportunités qui se présentent. Donc rapidement on a dit on va aussi développer ce qu'on appelle de l'habitat mobile et modulaire, qu'on met sur des emprises foncières et qu'on va déplacer, qu'on va laisser sur un foncier parce que le foncier il est disponible pendant 4, 5, parfois plus longtemps, mais 4, 5, 6 ans. Et puis on va déplacer ces habitats au gré des opportunités foncières. Et donc là rapidement, c'est des expériences là aussi que vous pourrez, que j'avais pas prévu de développer, et je vais être vigilant puisque Nicolas m'a bien dit sois pas trop bavard, mais on a fait une première expérience d'habitat mobile et modulaire, c'était en lien sur Villeurbanne avec une structure qui s'appelle l'Orsac, la clinique Notre-Dame, qui a en son sein ce qu'on appelle des lits à soins santé avec la Villa d'Estia, et c'est un lieu qui en fait
accueille des personnes qui étaient à la rue, qui ont été hospitalisées. Et en gros, c'est du soin à domicile pour les gens qui n'ont pas de domicile. Et donc, les gens sont dans ces lits de soins santé. L'ARS les oriente. Ils doivent y rester 3-4 mois maximum. Et après, ils sont remis dehors parce qu'il n'y a pas de solution de sortie. Une fois qu'ils vont mieux, on les remet dehors, puis ils reviennent plus qu'à bosser après. Donc là, l'enjeu, c'est qu'on a dit, en fait, on a dit, et notamment un des docteurs qui travaillait sur la Villa d'Estia disait, en fait, ces gens, ils commencent à prendre des repères dans un environnement, ils habitent un lieu, et ils commencent à avoir des repères, ils commencent à prendre soin d'eux-mêmes, et plutôt que de leur dire, il faut aller ailleurs, ça serait intéressant qu'ils puissent rester dans l'enceinte, à côté de la Villa d'Estia, mais chez eux. Et donc, c'est là où on a développé les premiers modules. On devait en faire 5, finalement, on en a fait 2. Je ne vais pas plus loin, mais ça a démarré comme ça il y a 10 ans. Et puis, depuis 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? On a systématisé tout ce qui est la gestion intercalaire de biens potentiellement disponibles, c'est-à-dire ce qui était au cas par cas. Aujourd'hui, c'est intégré dans la politique de l'organisme principal du GIE, qui est S Métropole Habitat. Chaque fois qu'il y a une opération d'acquisition foncière et qu'il y a un bien potentiellement disponible, on va le mettre à disposition. Au départ, c'était Anilinea, puis aujourd'hui, c'est Alinea et d'autres associations, puisqu'on a vu que les relations de confiance qui présidaient parce que la structure était dans le GIE, on a vu que ça marchait, on le fait aussi avec d'autres. Et donc aujourd'hui, on a entre 20 et 30 biens immobiliers comme ça, réponse logement, en file active, qui sont disponibles, alors principalement chez S Métropole Habitat, et puis on a commencé à travailler aussi sur du patrimoine de la ville de Villeurbanne, et puis on travaille aussi avec un promoteur, c'est rare que les promoteurs fassent de la réserve foncière, mais là on est sur un projet bien spécifique, où voilà, on fait cette gestion intercalaire. Entre-temps, on a aussi utilisé une opportunité qu'on avait, alors ça, on a la chance dans le GIE du coup d'être un peu au croisement des logiques et de l'activité de chacun des membres. Il y avait Alinea qui devait faire ce que le service de l'État appelle de l'humanisation dans un CHRS, qui était Carteret. Simplement, ça ne pouvait pas se faire en site occupé. Ils cherchaient un lieu de desserrement. Il se trouve que Aralis on venait de les aider à reloger et à vider un ancien foyer de travailleurs migrants qui devait se transformer en résidence sociale. Et du coup, il y avait un bien potentiellement disponible qui a servi de lieu de desserrement pour une opération tiroir. Donc ça, on restait non pas sur de l'urbanisme transitoire, mais de l'urbanisme plutôt que je qualifierais de temporaire, c'est-à-dire une durée déterminée. Et du coup, cet urbanisme temporaire, on l'utilise aussi aujourd'hui majoritairement pour des ménages dits à droit incomplet, dont Nicolas a largement parlé tout à l'heure, et pour lesquels les questions de sans-abrisme sont très fortes, et pour lesquelles les réponses ordinaires ne permettent pas de répondre, et où on se dit, en fait, le logement d'abord, on est clairement sur notre sujet de aux frontières du logement d'abord. Soit on se dit, ces situations-là, elles ne relèvent pas du logement social parce qu'elles ne sont pas éligibles, mais du coup, ça veut dire qu'il y a tout un pan de la question du sans-abrisme et de la question de refondation, des questions de l'hébergement, sur lesquelles on met une chape de plomb et on n'aborde pas le sujet. Soit on se dit, c'est possible de trouver des réponses, certes pas dans le parc social, tant que les conditions d'éligibilité sont ce qu'elles sont, tant qu'on n'est pas sur une régularisation où les gens ont des titres de séjour, comme Nicolas l'appelait de ses voeux, mais du coup, on peut trouver d'autres réponses qui sont on va dire, dans l'esprit du logement d'abord. Certes, c'est du temporaire. Certes, les personnes souvent ne sont pas titulaires d'un bail. Elles vont avoir une convention de mise à disposition. Mais par contre, ce qui nous paraît extrêmement intéressant derrière ce qu'on va défendre, c'est des logiques de droit à l'habiter. Donc, oui, c'est pas totalement satisfaisant, ça fait l'objet y compris de tâtonnements, et je pense que Azilise aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais pour autant, ce qui est très important, c'est que les personnes, elles disposent d'un chez-soi, qu'elles aient leurs clés, qu'on leur dise pas si elles peuvent ou pas inviter du monde chez elles, qu'elles soient un peu quand même sur une vraie forme d'habiter, inscrites dans un environnement, elles habitent un lieu. Et elles sont pas avec du collectif imposé qu'elles subissent, où elles doivent partager des sanitaires, des cuisines, etc. Et donc ces réponses-là nous semblent d'une part moins coûteuses que des réponses traditionnelles d'accueil d'hébergement, dans l'esprit logement d'abord, en mettant un peu les personnes au centre, avec des formes d'intervention là aussi qui bougent, où on est dans la prévention des risques, où on va être dans l'allée vert, où voilà, on est dans des choses intéressantes. Du coup, on l'a fait sur de l'urbanisme temporaire et aussi sur des formes, sur trois projets que je vais évoquer rapidement.
mais encore une fois, sur lesquels vous pourrez, si vous le souhaitez, soit m'interroger par la suite, soit vous documenter, vous trouverez des éléments sur ces projets-là. 3 projets sur lesquels on fait de l'habitat, de façon, en tout cas, où on essaye de faire de l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire que les personnes qui sont accueillies de façon temporaire soient quelque part dans une logique de... il peut y avoir une transposition sur l'après. Et ça ne s'arrête pas uniquement sur l'occupation temporaire, mais il y a une forme d'ancrage, il y a une forme où on commence à donner corps à des projets et avec une visée qui s'inscrit davantage dans la durée. Donc ces 3 projets, il y en a un, je pense, dont vous avez entendu parler, qui s'appelle L'Autre Soi, qui est sur le quartier de la Soie à Villeurbanne. Ce projet de l'autre soi, c'est un projet très ambitieux où on a l'ambition avec les membres du GIE et un acteur culturel qui est le CCO de faire un bout de ville, c'est-à-dire c'est pas uniquement 1 ou 2 programmes immobiliers, mais c'est une opération sur laquelle à terme il y aura un peu plus de 300 logements, aussi bien de la résidence sociale, de la pension de famille, que du logement étudiant, que de l'habitat groupé coopératif, enfin, différentes formes de logement. Il y a une salle de concert et de spectacle qui est la Rayonne qui vient d'ouvrir. À laquelle je vous invite chaleureusement à vous rendre le 16 décembre. C'est gratuit et c'est assez incroyable pour voir le spectacle Debout Si Mama. Ça fera le lien avec la halte des femmes dont je parlerai sur une autre expérience. Comme ça, vous verrez aussi L'Autre Soi. Il y a un parc, il y aura de l'activité économique. Et donc, on est sur les premières livraisons d'un habitat en dur et de programmes immobiliers en dur. Mais depuis 2016, c'est un site qui a permis de l'accueil, alors de l'urbanisme plus temporaire que transitoire, malheureusement. Même si, dès le départ, on souhaitait que les personnes qui étaient accueillies temporairement puissent s'inscrire dans la durée. Dès 2016, en fait, on a accueilli sur ce site un centre d'accueil et d'orientation qui a été géré par Forum Réfugiés, qui a permis d'accueillir des personnes liées au démantèlement de la jungle de Calais. Dans le prolongement de ça, on a accueilli 100 personnes qui étaient dans un village mobile à proximité du site, dans des algécos et des conditions d'occupation qui n'étaient pas formidables, qui étaient gérées par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, où du coup ils ont continué d'être... il y a eu création d'un centre d'hébergement d'urgence sur le site, et plus récemment, à partir de 2020, on a monté des habitats modulaires pour ces 21 familles qui étaient dans le centre d'hébergement d'urgence, où on a fait 21 logements en habitat modulaire, et aujourd'hui on est dans le premier déplacement de ces modules-là. Donc c'est des familles, là aussi, sans titre de séjour. Initialement, lorsqu'on a porté le projet, et y compris on a obtenu un financement européen, on souhaitait, et on avait dans la programmation pérenne de ce programme de l'autre soi, on avait prévu qu'elle puisse trouver place dans les logements pérennes. Malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, elles étaient présentes depuis plus de 10 ans sur le site. Et 10 ans après, elles n'ont toujours pas de titre de séjour et elles sont toujours sans possibilité de travailler, sans ni expulsables ni régularisables, avec des enfants nés en France, avec plein de voilà. Et donc là, on se heurte des écueils administratifs, ce qui fait que ce qu'on avait imaginé au départ, où elles étaient sur un habitat mobile et modulaire, elles habitaient un endroit, elles pouvaient y trouver leur place par la suite. Bah, du coup, on a trouvé une solution de repli où on va déplacer les modules, mais elles vont continuer d'aller dans les modules parce qu'en fait, elles n'ont pas de titre de séjour qui leur permet une éligibilité au logement social. Mais on est en plein dans ce que tu dénonçais tout à l'heure sur les incohérences où c'est dommageable pour tout le monde, les enfants sont scolarisés, il y a tout qui va bien, il manque le papier qui va bien et du coup on met des gens dans des parcours Toi t'as pas tes entrées à la préfecture? C'est pas faute d'avoir fait des réunions et c'est pas faute d'avoir y compris fait des réunions avec des personnes capable de faire jouer le pouvoir dérogatoire du préfet, mais ça n'a pas abouti à ce jour. Sur les 21 familles d'origine, il y en a 2 qui ont obtenu des titres de séjour. Donc ça, c'est le premier projet de l'autre soi. Un autre projet, alors qui est dans lequel le GIE a eu un rôle moindre, mais qui est fortement porté par un des acteurs qui est Alinéa, c'est un projet toujours sur Villeurbanne, proche de Grand Clément, qui s'appelle Zone Libre, où là, on est là aussi sur de l'habitat modulaire pour des personnes qui rentraient dans aucune case et pour lesquelles vraiment l'entrée, c'est les solutions et le collectif est parti d'elles et ça s'est fait autour des besoins des personnes, de leurs aspirations, de leurs capacités. Enfin, c'est un super projet. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est à une phase où donc c'est 10 personnes sur le site dans de l'habitat modulaire.
des personnes qui étaient dans les structures d'hébergement mais qui ne pouvaient pas y être accueillies avec leurs compagnons, donc il fallait qu'elles soient séparées, ou avec leurs chiens. Ou... Là, en fait, zone libre, c'est... ok, je vais aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'était un promoteur qui avait acquis un ancien hangar dans lequel se faisait du caoutchouc. Et ce promoteur, ce qui est intéressant, c'est que il est fan du projet, et voire même aujourd'hui, on repart sur c'était 3 ans au départ, on va repartir sur 3 ans supplémentaires, et voir dans le projet futur, il écarte pas l'idée que le projet de zone libre trouve sa place. On n'y est pas encore, mais en tout cas, il ne ferme pas la porte. Troisième projet d'urbanisme transitoire, c'est le château, une ancienne résidence personnes âgées sur laquelle Azilise reviendra tout à l'heure, sur laquelle la ville de Villeurbanne, c'était une résidence où on ne pouvait pas faire les travaux d'adaptation pour les personnes âgées. On a fait un EHPAD à proximité immédiate, et il y avait un site avec 140 logements, que des types 1 qui étaient disponibles. Et la ville, avec derrière la métropole et aussi l'État, a dit on souhaite en faire un lieu d'hospitalité, d'accueil. Et aujourd'hui, il y a 180 personnes qui habitent cette ancienne résidence autonomie, avec 3 principaux projets associatifs, un porté par Alinea autour de femmes enceintes ou sortant de maternité qui étaient sans domicile, qui s'appelle la Halte des femmes, dont vous allez voir le spectacle le 16 décembre à La Rayonne. Et un autre projet tout à l'heure Nicolas parlait des HUDA, c'est le cas avec Forum Réfugiés sur ce site-là, et puis une autre réalisation autour de sortant de l'aide sociale à l'enfance. Ce projet-là, aujourd'hui, on a eu... La ville de Villeurbanne a lancé un appel à manifestation d'intérêt. On y a répondu dans le cadre du GIE avec ses membres. On travaille avec d'autres partenaires associatifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, derrière ces opérations-là, bien évidemment, c'est des lieux où on va trouver des réponses nouvelles, mais l'enjeu, c'est qu'est-ce qui se passe derrière aussi. Et aujourd'hui, on est en phase où on est en négociation, on décline différents scénarios pour voir la capacité d'acquisition qui est la nôtre de ce site-là, pour voir quel type de projet on peut faire et comment les projets qui sont aujourd'hui en place peuvent y trouver leur place, tout ou partie de ces projets-là. Donc, on est dedans, les choses, vous nous réinviterez une journée d'études en 2026, on pourra vous dire si on y est encore ou pas, mais on y travaille activement. Voilà. Pour faire très vite, moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement, à travers ces réalisations-là, majoritairement, on va accueillir des personnes qui ne sont pas éligibles au logement. Et en gros, c'est vraiment l'enjeu de se dire... Soit on se dit, comme dans beaucoup de pays européens, y compris dans la question de ce qui est porté aujourd'hui au niveau des politiques publiques par la TIAL, de dire en fait le logement d'abord, c'est pour les gens qui sont éligibles au logement social, et en gros les autres sont renvoyés aux questions d'hébergement. Soit on se dit il faut aussi faire bouger les lignes, de trouver des situations un peu hybrides dans lesquelles on retrouve des principes du logement d'abord. Certes, c'est du temporaire, mais du coup l'enjeu, c'est comment on s'inscrit dans la durée, comment on fait pas de sortie sèche. Alors c'est jamais gagné, mais en même temps c'est possible, et on l'a fait jusqu'à maintenant. Et que du coup, en fait, ces formes d'urbanisme transitoire, elles présentent pour moi 4 principaux mérites. D'une part, c'est des réponses en plus, c'est-à-dire que par rapport aux solutions ordinaires, et en plus c'est financièrement accessible, c'est moins cher que du logement. Il y a des indemnités d'occupation qui sont demandées aux acteurs associatifs avec lesquels on travaille dessus, mais c'est moins cher que du logement. C'est des réponses en plus, et ça fait partie de la gamme de réponses qu'il faut aller chercher, parce que ce qu'on a su faire avec les acteurs du GIE, ça existe. L'EHPAD qui était vide à Villeurbanne, il y a d'autres EHPAD qui sont vides et qui sont confrontés à des problèmes d'adaptation, et il faut arriver à occuper ces espaces-là plutôt qu'ils restent vides compte tenu de la situation que l'on connaît de crise du logement et de l'hébergement. L'autre élément, c'est que occuper ces espaces-là,
même du point de vue d'un bailleur ou d'un promoteur, la meilleure sécurisation, c'est l'occupation. Si on veut prévenir le squat, à un moment donné, y compris là, dans la période dans laquelle on est, on peut mettre tout le Citex qu'on veut, ça n'empêche pas les tentatives. Les gens, ils sont dehors, ils essayent de trouver des solutions. Et la meilleure sécurisation, au-delà des coûts évités que ça représente, c'est d'occuper ces espaces-là. Par rapport à l'objet de cette journée d'études et au titre de ces tables rondes sur la dimension de laboratoire, je crois que ces opérations d'urbanisme temporaire, elles sont aussi très intéressantes, temporaires ou transitoires, parce qu'elles permettent de faire bouger les lignes, de tenter des choses. On bricole, certes, parfois, mais c'est vraiment une dimension de laboratoire. Et ça, c'est extrêmement intéressant et vertueux. J'avais noté un quatrième intérêt, je ne vais pas l'oublier. Peut-être l'intérêt de conclure, non ? Très bien. Ben non, après, l'intérêt, c'est comment, à travers ces projets-là, en gros, on n'en fait pas des espaces clos qui sont fermés sur eux-mêmes. C'est pas des parfois c'est mal interprété si je peux dire ça, mais c'est pas des réserves d'Indiens, quoi. C'est des projets qui s'inscrivent dans leur environnement. Habiter, c'est ça. Quand on travaille sur le château, il y a un restaurant, les gens de l'extérieur, ils viennent manger sur le site. Il y a un espace parental partagé qui a été développé par Alinéa. Les assistantes maternelles du quartier peuvent y venir. C'est vraiment cet enjeu-là. Et si on veut jouer cette question de porosité, cette question de lien avec l'environnement, pour envisager une transposition dans la durée, c'est vraiment ça. C'est de pas en faire des espaces clos, mais des espaces qui s'inscrivent dans leur environnement. Je terminerai juste sur quelques points de vigilance plus que contraintes, en disant que pour moi, ces solutions d'urbanisme transitoires ou temporaires, elles sont extrêmement importantes. C'est pas la réponse, et ça doit pas être la réponse unique à la lutte contre le sans-abrisme, mais on peut pas passer à côté. Il faut vraiment qu'on arrive à... C'est une des réponses, et il faut y travailler activement. L'autre... nous, en 10 ans, les réponses qu'on a permis à travers ça, c'est 500-600 personnes qui ont été accueillies. C'est pas quantitativement, ça répond pas à l'échelle des besoins, mais c'est pas neutre, c'est pas complètement anecdotique. Donc il faut absolument travailler ces sujets-là. L'autre élément qui est plutôt du registre de la conviction, c'est que aujourd'hui, autour de l'urbanisme transitoire, je vais pas chercher à opposer les thématiques, mais on sait très bien que le foncier, le foncier, il est concurrentiel, que ce soit du foncier durable ou du foncier temporaire, il est très concurrentiel. Et on peut être tenté de dire c'est plus facile de faire du culturel, c'est plus facile de faire de l'activité autour de l'ESS sur du foncier temporairement disponible que d'accueillir des sans-abri ou de lutter contre le sans-abrisme ou des personnes sans domicile qui n'ont pas de titre de séjour, etc. L'accueil bienveillant des riverains, notamment, n'est pas du tout le même. Pour autant, il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'il me semble très important qu'à chaque fois que c'est possible de faire de l'habitat, ce foncier temporairement disponible, il doit avant tout servir à de l'habitat. Il ne faut pas opposer les choses. Et parfois, effectivement, faire de l'ESS, faire du culturel, ça vient enrichir le projet d'habitat qu'on porte, ça vient favoriser les rencontres avec l'extérieur, mais pour moi, il faut absolument privilégier l'habitat. Un autre point de vigilance, c'est de se dire, dans ce qu'on défend dans ces projets-là, il ne faut pas qu'on est dérogatoire, on est un peu dérogatoire au logement d'abord, on est un peu dérogatoire parfois à certaines normes. À l'inverse, on va parfois mettre des règlements qui sont plus élevés que ce qu'on fait dans l'habitat classique. Il faut être vigilant à ce que le dérogatoire, ça ne soit pas la norme non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans du sous-habitat, il ne faut pas être dans le fait que les gens n'aient pas complètement leurs droits. Il faut être capable de s'engager aussi, même si c'est toujours une gageure à tenir, mais le fait de dire il n'y aura pas de sortie sèche et c'est un enjeu collectif et on va y travailler avec tout le monde et on met tout le monde dedans. Aujourd'hui, par exemple, c'est un écueil sur lequel on n'a pas encore tout à fait abouti. Idéalement, moi, j'adorerais qu'on arrive à ce que la MVS, le SIAO local, soit aussi dans la boucle pour être un peu le filet de sécurité des sorties. Parce qu'en fait, une opération d'urbanisme temporaire, si on ne libère pas les lieux et que l'opération est mise en péril, c'est l'ensemble de ce type d'opération qui va être ça va être mis à l'index et ça va être préjudiciable pour l'ensemble. Deux derniers points, vraiment, je m'arrête là-dessus. On a la chance d'avoir une terre de jeu favorable qui est la ville de Villeurbanne, où il n'y a non seulement pas de réticence, mais on va dire un volontarisme de la collectivité sur ces sujets-là.
aujourd'hui, on est à un stade où l'enjeu, c'est on a pu faire la démonstration que ça marche avec l'environnement, ça marche avec les voisins, ça marche pour les gens. Oui, il y a des balbutiements, mais globalement, ça présente un intérêt fort et tout ça mérite d'être déployé ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas Villeurbanne qui va résoudre tous ces sujets-là. Il faut absolument que ce qu'on a pu montrer à Villeurbanne qui fonctionne, on arrive à trouver d'autres terrains de jeu sur des collectivités moins volontaristes au départ, mais qui le deviendraient, ou en tout cas comment on arrive à travailler sur des territoires où s'il y a un accueil moins favorable, on doit pouvoir organiser des réponses aussi. Bonjour à toutes et à tous et merci du coup aux organisateurs de la journée pour cette possibilité de présentation. Donc j'ai intitulé le tiers-lieu social et solidaire, entre guillemets, une nouvelle modalité d'action sociale. Donc renouveler la conception de l'hébergement. Je cite, c'est un des objectifs qui est affiché par les structures co-gérant le tiers-lieu, donc social et solidaire, les grandes voisines, que moi j'étudie dans le cadre de ma thèse. Ce tiers-lieu, il est mis en œuvre par la Fondation Armée du Salut et le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, donc en partenariat avec la coopérative d'urbanisme transitoire Plateau Urbain. Il est situé donc à Francheville, dans l'ouest lyonnais, et le premier centre d'hébergement a été ouvert en novembre 2020. Donc il s'agit d'une occupation temporaire de 3 ans, renouvelable une fois, donc jusqu'en 2026, et qui est financée en grande partie par l'État, parce que l'activité principale, c'est de l'hébergement. Et donc aujourd'hui, en France, depuis une dizaine d'années, le nombre d'initiatives qui se définissent vraiment comme tiers-lieux émerge un peu de manière exponentielle. France Tiers-Lieux, pour avoir une idée, en comptabilise aujourd'hui plus de 3500, dans lesquels donc, on retrouve essentiellement des Fab Labs, donc des laboratoires de fabrication, des espaces de coworking, d'informatique, etc., qui sont des lieux très différents finalement des lieux comme celui dont je vais parler aujourd'hui, les grandes voisines. Et on peut se demander alors ce que permet finalement de qualifier de tiers-lieu un projet comme celui des grandes voisines. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous présenter ce projet rapidement et puis de revenir un peu sur la notion de tiers-lieu, justement. Et puis, je vous partagerai quelques premiers points de réflexion, sachant que donc, je suis début, milieu de ma thèse et que pour l'instant, j'ai surtout réalisé la partie enquête de terrain, donc les entretiens et des observations. Donc, et puis pour que vous compreniez un peu rapidement le contexte de cette communication, mon sujet de thèse porte vraiment sur ce tiers-lieu-là, les grandes voisines. Et moi, je l'étudie comme une modalité d'organisation de l'accueil des personnes en situation de précarité, en essayant d'analyser ce que cela produit sur les publics accueillis, mais aussi sur les travailleurs et travailleuses sociaux. Et je m'interroge aussi parallèlement donc, au pouvoir public, à leur intérêt un peu à développer ce type d'organisation. Donc pour donner maintenant quelques éléments contextuels sur les grandes voisines, il s'agit donc d'un lieu qui mêle activité de l'hébergement, activité aussi de l'insertion donc par l'activité économique, IAE, pardon, je ne parle pas dans le micro, des activités sociales aussi qui sont ouvertes sur le territoire, des activités culturelles et économiques. Et donc c'est progressivement entre novembre 2020 et juillet 2021 que 5 centres d'hébergement ont vu le jour sur le site, donc accueillant au total 475 personnes, dont 180 enfants. Plus précisément, c'est 4 centres d'hébergement d'urgence et il y a aussi un centre d'hébergement d'insertion. Et donc les profils des personnes hébergées sont différents entre chaque service et c'est en majorité des personnes migrantes avec ou sans titre de séjour ou en tout cas en cours d'obtention et quelques personnes ayant la nationalité française aussi. Donc la majorité du public, comme on peut le voir, relève vraiment plutôt de l'urgence. Ils ne rentrent pas dans les critères d'insertion qui leur permettraient donc d'accéder à un travail et à un logement plus rapidement. Il y a quand même, donc, comme je le disais, un service qui est d'insertion, qui accueille une soixantaine de personnes en collectif et plus d'une centaine de personnes donc, en diffus. Donc, ce qui m'amène au fait qu'il y a des centres d'hébergement qui ont aussi des appartements en diffus. Ce sont des appartements un peu partout dans la région lyonnaise qui sont loués, donc gérés par les associations. Et en contrepartie, il y a une participation financière par les personnes accueillies. Mais elles bénéficient du même accompagnement que les autres personnes hébergées sur du collectif. Et aussi, la particularité aux grandes voisines, c'est qu'il y a vraiment des appartements non dits en diffus, mais qui sont présents sur le site et qui sont un peu à l'écart des autres bâtiments.
Donc, en plus des services d'hébergement, c'est là vraiment toute la particularité du lieu, c'est qu'il y a tout un pan d'insertion par l'activité économique qui donc a la charge du ménage des services, mais aussi de la blanchisserie, de la maintenance, de la distribution alimentaire et aussi de l'épicerie sociale et d'un hôtel qui sont deux activités qui sont vraiment ouvertes sur l'extérieur. Il y a aussi un restaurant, un pôle santé solidaire, une ludothèque, un atelier partagé. Pareil, ça, ce sont des dispositifs qui sont vraiment ouverts sur le territoire. Et enfin, il y a une quarantaine de porteuses de projets. Donc ça, c'est plutôt des créateurs d'entreprises ou des artistes, des associations, des créateurs d'associations aussi, qui donc louent les locaux à prix réduit par rapport au marché. Et l'idée, c'est vraiment de leur permettre de pouvoir développer leurs activités en ne payant pas très cher leur premier loyer. Et puis en contrepartie, ils doivent un peu participer à la vie des grandes voisines, de manière vraiment très diverse, un peu soit en proposant des activités ou alors en participant à des événements bénévolement, on est dans la buvette par exemple. Et donc en termes d'activités vraiment proposées sur le lieu, il y en a donc qui sont ouverts sur l'extérieur mais d'autres en interne. Pareil, très divers, des ateliers plutôt manuels type art plastique qui peuvent permettre de mélanger un public plutôt interne aux grandes voisines et extérieur, mais aussi des concerts, des spectacles, il y a un jardin partagé. Voilà. Donc on voit qu'il y a vraiment de nombreuses activités qui sont très diverses et variées. Et j'ai oublié de passer, voilà. Comme ça, on peut voir un petit peu ce qui peut être dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, mais aussi ce qui ne l'est pas, et donc plutôt ouvert sur l'extérieur et l'intérieur. Et donc, toutes ces activités-là permettent finalement une mixité d'usages. Donc on voit que les grandes voisines, c'est un dispositif qui est quand même assez conséquent. En termes d'espace, c'est à peu près 8 hectares de terrain et il y a 22 000 mètres carrés de bâti. Donc aussi assez conséquent en termes de gestion de ces espaces, de public accueilli, mais aussi de public salarié et d'offres culturelles. C'est un lieu qui comptabilise en moyenne 700 personnes qui évoluent quotidiennement sur le lieu. Et ça, c'est sans compter donc les bénévoles et les visiteurs. Et selon celles et ceux qui participent à sa mise en œuvre, il s'agit vraiment, je cite, d'un laboratoire d'expérience, c'est des termes qu'on a déjà entendus depuis tout à l'heure, d'innovation sociale et aussi du coup un moyen de décloisonner différents univers sociaux, donc en permettant justement cette mixité. Donc on peut voir qu'au sein des grandes voisines, on retrouve vraiment le mélange de différents mondes, associatifs, social, civiques, mais aussi marchands. Et une des hypothèses pourrait être de voir ce type de lieu comme représentatif de l'ambiguïté un peu inhérente à cette rencontre. Donc, c'est-à-dire une volonté d'ouverture et de réflexion sur les enjeux sociétaux, mais qui sont peut-être contrebalancés par une institutionnalisation. On a aussi pu en parler un peu tout à l'heure. Et sachant qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, les aspects financiers qui régissent dans la pratique les possibilités d'action. Et donc, cette ambiguïté, elle n'est pas nouvelle elle se retrouve dans le travail social, hein, mais peut-être qu'elle est renforcée par ce type de lieux dans lesquels les participants sont justement invités à repenser un peu le travail social et l'accompagnement donc, des personnes en situation de précarité. Donc, maintenant, je vais essayer de préciser un petit peu plus cette fameuse notion de tiers-lieu telle qu'elle est analysée aujourd'hui et utilisée par les politiques publiques et non pas uniquement du coup dans le cadre des grandes voisines. Donc là, je vous avais mis un peu les différents acteurs. Parce que justement, il y a peut-être des enjeux à l'utilisation de ce terme-là. Donc, elle a d'abord été la notion de tiers-lieu théorisée par Ray Oldenburg à la fin des années 80, vraiment dans l'idée de qualifier les espaces situés entre l'intime de la maison et donc le lieu de travail, la third place. Et il serait issu d'une nécessité de socialisation, donc offrant aux personnes un lieu dans lequel se retrouver. Aujourd'hui, elle est surtout utilisée pour désigner de multiples projets qu'on dit coopératifs et alternatifs, dans le sens vraiment où ils émergeraient du rassemblement de personnes d'univers sociaux parfois différents et qui souhaiteraient repenser un peu ensemble des fonctionnements de travail, mais aussi sociétaux. Ce qui fait d'ailleurs qu'au départ, les tiers-lieux étaient surtout investis par les hackers, mais aujourd'hui, ce terme regroupe, comme je le disais tout à l'heure, aussi les Fab Labs, les espaces de coworking, des lieux de partage d'outils, de savoir informatique, mais aussi on parle de tiers-lieux maintenant universitaires, de formation, et puis donc quelques-uns qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. On voit qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de lieux qui peuvent se revendiquer de l'appellation de tiers-lieux.
Et il est aussi intéressant de noter qu'il y a 3 chercheurs qui sont Berebi, Hoffman, Bureau et l'Allemand qui ont coécrit un ouvrage en 2018 et on dit qu'ils considéraient les personnes qui font les tiers-lieux comme des makers. Donc c'est-à-dire des personnes qui font, qui expérimentent, qui bricolent et qui participeraient donc par le faire à des pratiques démocratiques. D'autres disent aussi que dans cette idée, le tiers-lieu serait le support d'utopies socio-économiques hétérogènes. Mais il est aussi analysé que ces espaces seraient tiraillés entre un modèle issu des mouvements dits contre-culturels et aussi, comme on peut le voir, dans tous les exemples d'activités qui existent, un modèle un peu issu du milieu entrepreneurial, qui ne sont pas forcément contradictoires dans leur remise en question de manière actuelle de faire ensemble, mais qui n'ont pas toujours la même dimension ou visée politique. Et ce tiraillement, il pourrait s'appliquer, je pense, au monde de l'hébergement social, notamment en raison de l'intensification de la concurrence entre les associations, avec le développement du modèle d'appel à projet pour obtenir des financements. Et voilà. Mais du coup, je me demande, moi, ce qu'induit finalement de qualifier un projet comme celui des grandes voisines de tiers-lieux, d'autant que la particularité vraiment de ce lieu-là, comme on l'a vu, c'est avant tout de remplir une mission de service public, puisqu'il y a de l'hébergement, donc délégué par l'État aux associations. Mais en tout cas, on peut noter que vraiment les personnes qui gèrent ces tiers-lieux, ils expliquent que ça permet surtout des expérimentations, de réfléchir, d'essayer des lieux dans lesquels on pourrait faire de nouveaux modèles de gouvernance, des processus participatifs qui pourraient être mis en place et donc permettre justement la réflexion sur les nouvelles modalités d'action sociale. Et je voulais aussi souligner qu'aujourd'hui, il y a peu vraiment de recherches, voire aucune, sur les tiers-lieux avec de l'hébergement. Donc pour l'instant, c'est surtout des travaux qui portent sur les autres tiers-lieux. Donc il y a un travail de comparaison à faire entre les analyses qui sont faites sur les dynamiques, un peu les enjeux, les mécanismes qui sont observés dans ces tiers-lieux-là, avec ceux dont l'activité principale est de l'hébergement. Alors que ces modalités, elles émergent quand même de plus en plus. On le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives. Et ce, sur des territoires qui ne sont pas toujours enclins à accueillir des publics migrants, mais qui seraient enclins, par contre, à l'ouverture de lieux qui permettraient la création d'un lien social, la rencontre d'habitants d'un même quartier autour d'activités. Et dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment ce que permettrait le tiers-lieu. Et donc, maintenant, je voulais juste revenir, vous partager quelques premières observations et réflexions pour ouvrir un peu le débat autour de cette notion de tiers-lieu appliquée à un dispositif d'hébergement. Comme j'ai pu le préciser, je suis au début de la phase d'analyse de mes données, donc ce que je vous propose, c'est encore à l'état de travail. C'est pour pouvoir permettre la réflexion commune aujourd'hui. Donc, je voulais vous faire part d'observations un peu sur les possibilités de participation et donc de développement du pouvoir d'agir dans ce type de lieu pour les personnes hébergées. Parce que c'est un aspect qui est régulièrement interrogé, remis en question au sein des grandes voisines, par exemple. Donc, différentes instances de réflexion sur la vie du site et sur la gouvernance sont généralement mises en place dans ces tiers-lieux-là. Et aux grandes voisines, il y a par exemple ce qu'on appelle les comités de vie, donc, qui réunissent vraiment toutes les personnes qui évoluent sur le lieu, donc les résidents, mais aussi les salariés, les porteurs et porteuses de projets. Il y a aussi des comités pour les enfants hébergés, et puis des comités de vie sociale ou des réunions de résidents, donc propres là à chaque centre d'hébergement qui s'inscrit vraiment dans la loi 2002. Et ces réunions, elles ne sont pas obligatoires, mais vraiment tout le monde est encouragé à participer. Et la difficulté, c'est vraiment de pouvoir mobiliser les personnes pour qu'elles viennent, de leur montrer l'intérêt de ce type d'instance et que tout un chacun a vraiment le même droit à la parole dans ces espaces. Alors qu'il peut y avoir des rapports justement de hiérarchie, de genre, de relations aidant-aidé, par exemple, qui sont présents dans les autres espaces. Puis aussi de la langue, comme on a évoqué tout à l'heure. Mais du coup, comme plusieurs études sur la participation ont pu le montrer, il n'est pas toujours évident de mobiliser les personnes et de faire de ces lieux des espaces de débat. Il faut du coup avoir en tête, c'est vrai que ces rapports peuvent être mis en exergue donc, par la rencontre entre les différents univers sociaux et donc les différents corps de métier et rôles dans le lieu. Parce qu'il y a ceux qui travaillent, comme les travailleurs et travailleuses sociaux, mais il y a aussi des salariés en insertion. Il y a ceux qui louent des locaux pour leur travail, mais qui ne sont pas employés par les associations. Il y a donc les résidents qui sont investis dans le lieu et d'autres qui le sont moins.
Et puis ces porteuses de projets qui commencent à connaître des résidents parce qu'ils proposent des activités ou alors qui ne participent que peu à la vie du site. Et donc il y a vraiment un intérêt de regarder du côté de ces réunions communes donc à tout le lieu, justement parce qu'elles permettent en termes de rencontres et de mixité et aussi d'expérimentation réelle et fictive de la cité finalement. Là je reprends les termes à une anthropologue, Laurence Ossipov. Mais il peut être aussi intéressant de regarder du côté des autres espaces qui permettraient aux personnes accompagnées de reprendre un peu possession entre guillemets de certains aspects de leur vie. Et là je pense particulièrement à un dispositif qui est, donc, que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, qui est au sein des Grandes Voisines, c'est un pôle santé solidaire. Donc c'est une des actions qui est vraiment considérée comme importante dans ce lieu par bon nombre de participants. Il est mentionné de manière systématique lorsqu'on évoque ce qui fonctionne sur le lieu en dehors des centres d'hébergement. Donc pour se faire une idée, c'est un lieu qui est ouvert sur le territoire, dans le sens où tous les habitants peuvent venir et prendre un rendez-vous, et notamment sur Internet. Mais il est présent physiquement sur le centre et un peu à l'écart des centres d'hébergement. Donc on peut s'y rendre sans forcément être vu, mais par contre les personnes extérieures, elles traversent une bonne partie du site pour accéder au pôle santé solidaire. Et donc il peut voir un peu les différents bâtiments et la vie quotidienne du site globalement. Donc le pôle santé a des médecins bénévoles, mais aussi des infirmières, une sage-femme, la PMI a une permanence et une socio-esthéticienne, et puis depuis peu une psychologue. Et puis ce lieu propose vraiment un planning d'activités sur tout le mois, qui va des réunions de sensibilisation sur l'hygiène dentaire, mais aussi sur l'accès aux lunettes, sur la contraception, les maladies sexuellement transmissibles, etc. Et il y a une médiatrice santé aussi qui est présente et qui peut accompagner un peu les personnes dans leur démarche administrative liée à la santé. Donc on peut voir que ce lieu est un levier pour l'accès à la santé des personnes accueillies et qui facilite une partie du travail des travailleurs et travailleuses sociaux en permettant justement cet accompagnement à la santé qui n'est pas toujours évident pour les travailleurs et travailleurs sociaux. Mais en même temps, il ne remplace pas, donc selon ces derniers, le recours aux structures médicales de droit commun. Donc il serait vraiment un tremplin, une première étape vers ces structures-là. Et donc ce qui est intéressant ici aussi, c'est de voir peut-être les effets que l'existence d'un tel dispositif sur ce lieu peut produire sur les personnes accompagnées, parce qu'on pourrait faire l'hypothèse ici qu'ils peuvent avoir le sentiment, les personnes accompagnées, de reprise de certains aspects de leur vie, donc la santé, tout en étant sécurisées par la proximité du dispositif qui est donc sur le site même, mais un peu à l'écart des autres bâtiments et de la visibilité. Et il peut donc donner aussi l'impression que les travailleurs sociaux ne sont plus ceux et celles qui détiennent vraiment tous les éléments du dossier. Donc on constate dans ce type de tiers-lieu qu'il y a d'un côté les dispositifs qui sont vraiment pensés comme des lieux de débat et qui permettent d'intégrer les personnes concernées dans les réflexions sur le collectif, le vivre ensemble, comme c'est le cas pour les comités de vie. Mais on constate également qu'il y a d'autres lieux d'échange et de développement du pouvoir d'agir qui apparaissent sans qu'on les ait choisis vraiment expressément, un peu comme le pôle santé solidaire par exemple. Et donc pour conclure, je dirais qu'il est difficile de dire pour l'instant si les tiers-lieux avec de l'hébergement sont vraiment une nouvelle modalité d'action sociale. Mais bon, comme tout nouveau dispositif, ils permettent de réinterroger certains mécanismes et effets donc de la mixité, de la rencontre entre ces différents univers sociaux et donc de l'accompagnement social. Et on pourrait aussi penser que le développement de ces tiers-lieux sociaux et solidaires traduit peut-être nos aspirations contemporaines de création du lien social. Merci pour votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter un autre projet d'urbanisme transitoire qui, contrairement aux Grandes Voisines, qui vient de vous être présenté par Salomé, n'est pas un tiers-lieu social et solidaire. En tout cas, c'est pas un terme que l'on emploie pour parler du projet que je vais vous présenter. Nous, en fait, on parle plutôt d'occupation temporaire. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais essayer de faire vite. Et la nuance aussi qu'il y a un peu derrière tout ça. Donc moi, je fais ma thèse en fait sur un projet qui s'appelle Le Château, qu'Étienne vous a déjà un petit peu présenté juste avant. Et on ne parle pas de tiers-lieu en fait pour parler du château. Pourquoi ? Parce que cette notion de tiers-lieu, à mon sens en tout cas, hein, c'est
ma manière en tout cas d'analyser la chose, elle implique une forme de mixité des usages et elle renvoie en fait à l'idée d'un espace intermédiaire, d'un lieu de sociabilité dans lequel les personnes aiment se regrouper et qui se retrouvent surtout en dehors du domicile et en dehors du travail. C'est vraiment en fait le point important, à la fois en dehors du domicile et en dehors du travail. Donc la notion de tiers-lieu, elle vient du concept de third place. Salomé en a déjà parlé, mais je vais vous faire une petite piqûre de rappel. C'est Ray Oldenburg en fait, qui est un sociologue américain qui a théorisé ce concept et qui explique dans son ouvrage The Great Good Place que la vie des individus, elle est découpée en fait entre différents espaces et il parle notamment de 2 espaces en particulier. Un premier lieu, le first place, qui est plutôt le côté du domicile, et un second qui est le second place, qui est le travail. Et pour Oldenburg, en fait, il est important de développer des third place, donc les troisièmes lieux, les tiers-lieux qu'on appelle aujourd'hui, donc des lieux intermédiaires, des espaces hybrides qui ne relèvent ni du travail ni du domicile et qui se situent dans un entre-deux, entre l'espace public et l'espace privé, et qui sont des espaces de socialisation dans lesquels on aime se regrouper de manière informelle, des lieux aussi qui permettent le vivre ensemble, qui permettent de tisser des liens. Ce sont des lieux d'échange, de rencontres, de convivialité, de discussion. Donc au château, je vais vous le présenter juste après plus en détail, un peu plus en détail. Donc on a différentes associations. Le lieu, il permet quand même des échanges interassociatifs, il permet de créer du commun en ce sens, et c'est un lieu ouvert sur l'extérieur. Il y avait l'idée aussi que le château soit un bout de ville dans la ville. Étienne l'a rappelé, que le projet soit intégré à la vie du quartier. Et cet aspect-là du projet, je dois bien l'avouer, il colle quand même plutôt bien avec la notion et la définition du tiers-lieu que je viens de vous dire. Mais à mon sens, ce qui est important vraiment au château et ce qui fait la particularité du projet, c'est que l'accent a été mis sur l'habité. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, et c'est vraiment ça qui me fait dire en fait que finalement on va pas forcément parler de tiers-lieu pour parler du château, mais on va plutôt parler d'urbanisme transitoire ou d'occupation temporaire. Donc le château, c'est avant tout un lieu de vie, c'est majoritairement de l'hébergement et du logement sur site, c'est un lieu d'habitation. Donc c'est plutôt, si je reprends les termes en fait d'Oldenburg, c'est plutôt un first place qu'un third place. Ce n'est pas un lieu dans lequel on vient pour se socialiser en premier lieu, en tout cas c'est pas la raison pour laquelle on vient au château. C'est avant tout un lieu de vie, le chez-soi des personnes pour un temps déterminé, mais c'est quand même leur chez-soi. Ray Oldenburg, il disait que le tiers-lieu, c'est une maison loin de la maison, home away from home, où l'on peut être soi-même. Bon, on voit bien que là, du coup, ça ne colle pas vraiment avec la définition du tiers-lieu. Le château, c'est la maison en fait des habitants, tout simplement. Ce n'est pas une maison loin de la maison. Et c'est pour ça qu'on parle en fait d'occupation temporaire pour parler du château. Et je voulais un petit peu aller un peu plus loin aussi sur l'occupation temporaire. La particularité en fait du château, c'est aussi que le projet, il a été pensé comme un projet qui vise à lutter contre le sans-abrisme sur le territoire. Et du coup, l'idée, c'était que l'occupation temporaire, c'est une manière parmi d'autres qui peut être critiquable, bien évidemment, mais une manière en fait de lutter contre le sans-abrisme. L'occupation temporaire aujourd'hui, c'est un outil qui est très utilisé par la métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne pour créer des places d'hébergement et de logements supplémentaires. Je pense que Benjamin l'a bien montré aussi sur la première table ronde. Il y a plein en fait d'occupations temporaires qui sont nées là depuis les 2020 à peu près. On a la base, la station, on a aussi Zone Libre. On a quand même depuis quelques années un florigène, enfin vraiment une multiplication en fait des occupations temporaires sur la métropole. Et c'est une nouvelle manière parmi d'autres de lutter contre la saturation, notamment des dispositifs en fait d'hébergement et pour lutter contre le sans-abrisme. Donc on utilise la vacance pour créer de nouvelles places d'hébergement. Nicolas, il vous en a déjà parlé lors de la première table ronde, mais c'est toujours bien, encore une fois, de faire une petite piqûre de rappel. Aujourd'hui, sur Lyon, les dispositifs d'hébergement, ils sont complètement saturés. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Une personne qui est à la rue, elle attend longtemps avant d'avoir une place d'hébergement, et c'est pareil pour le logement. Il n'y a pas assez de places d'hébergement et de logement pour répondre à la demande, ce qui fait que des gens, en fait, qu'il y a des gens qui restent dehors et qui attendent plusieurs années avant d'avoir une place d'hébergement et encore parfois plusieurs années avant d'accéder au logement. Et je voulais juste vous donner quelques chiffres. Là, c'est
un article qui a été écrit par Maud Bigot et Pascal Isor-Thomas qui montre bien en fait quand même ce qui se passe aujourd'hui sur Lyon avec 10 000 personnes qui sollicitent en vain une place d'urgence sur le territoire et un système qui n'est plus en capacité de proposer une solution immédiate à une famille si l'âge du dernier enfant dépasse 1 an. Et il faut attendre en moyenne quand même 18 mois dans la rue pour espérer être mis à l'abri. Et ça, c'est si on est considéré comme étant le plus vulnérable, j'ai envie de dire. Et en fait, cette saturation, là, je parle en fait de l'hébergement généraliste, mais elle touche aussi en fait l'hébergement. Elle touche en fait le secteur AHI, donc l'accueil, hébergement, insertion, tout ce qui est CHRS, CHU, mais ça touche aussi le DNA. Et Nicolas l'a quand même bien montré aussi et l'a bien expliqué avant. C'est aussi des places en fait qui manquent pour les personnes qui sont en demande d'asile ou qui ont un statut de réfugié. Donc là, j'avais indiqué un chiffre, 58% des demandeurs d'asile ont une place en hébergement. 58%, ça veut dire qu'il y a quand même 42% de personnes qui n'ont pas de place d'hébergement. Donc c'est quand même des chiffres à avoir en tête, je trouve, quand on parle aussi de lutte contre le sans-abrisme et d'occupation temporaire pour répondre à ça. Et c'est vraiment une solution parmi d'autres, mais c'est une solution quand même. Donc on a quand même un manque de places d'hébergement qui est criant sur Lyon et plus largement sur le territoire national, pénurie qui fait qu'on est obligé quand même de prioriser, donc de choisir un peu les plus vulnérables parmi les plus vulnérables. Et on verra au château, on a quand même des profils assez particuliers quand on regarde. En fait, on a quand même très peu d'hommes seuls, un petit peu plus sur l'hébergement pour demandeurs d'asile, beaucoup de familles, de mères isolées avec des enfants, et je pense que c'est assez parlant et que ça montre aussi un peu cette priorisation, mine de rien. Donc l'occupation temporaire, le fait d'utiliser la vacance est donc un moyen parmi d'autres de lutter contre le sans-abrisme. Et je vais prendre le temps de vous présenter un petit peu le château, les différentes structures, même si Étienne, du coup, vous les a déjà un peu présentées, pour vous présenter les différentes associations qui sont sur site. Je pense que ça vous permettra aussi de mieux comprendre ce que j'ai dit jusqu'à présent, et notamment un peu avec ces histoires de tiers-lieux. Donc c'est une occupation temporaire qui a débuté fin 2021, l'occupation des lieux, elle est prévue jusqu'à fin 2025. Donc les bâtiments que vous voyez, ce sont les bâtiments d'une ancienne résidence autonomie pour personnes âgées, qui est la propriété de la ville de Villeurbanne. Donc elle n'était plus aux normes en termes d'accessibilité. C'est ça. La municipalité a donc fait le choix de construire une nouvelle résidence plutôt que de réhabiliter l'ancien bâti. Et après le départ des dernières personnes âgées, la question ça a été ok, qu'est-ce qu'on fait finalement de ce site qui est vacant? Et le choix qui a été fait par la ville, c'est de lancer un appel à manifestation d'intérêt en se disant bah voilà, on aimerait bien que ce lieu vacant il serve à quelque chose. Et ils se sont engagés du coup jusqu'à la fin de leur mandat, jusqu'à fin 2025, à mettre à disposition ce site. Du coup, S Métropole Habitat, avec l'aide du GIE La Ville Autrement, a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt et ils sont porteurs du projet d'occupation temporaire depuis septembre 2021. Donc au château, vous avez plusieurs associations. Comme je l'ai dit, l'habitat, il est au cœur de l'occupation temporaire. Donc ce sont des associations qui accompagnent des personnes qui sont soit logées, majoritairement quand même hébergées sur site. On va partir un peu du plan que vous avez juste derrière moi et je vais vous présenter les différentes associations. Du coup, sur les bâtiments A, B et C, on a l'association Alinéa avec plusieurs dispositifs. Ça dépend comment on les comptabilise. Moi, je vais dire qu'il y en a 6 parce que je vais vraiment tout détailler. On a des places type CHU. Aujourd'hui, je crois qu'on parle plus de CHRS urgence, mais moi, je vais rester sur CHU parce que c'est des places d'urgence et que les profils, quand même, des personnes correspondent en fait à ces places dites d'urgence. Donc, on a des personnes en fait qui sont sortantes de bidonville pour certaines, pour d'autres qui vivaient dans un autre hébergement collectif et pour qui on s'est dit que ce mode d'habitat serait plus pertinent. Et il y avait aussi cette transformation en fait de places d'insertion, enfin de places d'urgence qui se transformaient en places d'insertion et du coup les personnes ne correspondaient plus forcément aux critères. Donc sur ces places d'urgence en fait sur le bâtiment A, ce sont des personnes qui peuvent soit avoir des problèmes de santé mentale ou pour la plupart qui ont surtout des problématiques de droit au séjour et on revient à ce que Nicolas vous a dit sur la première table ronde. Ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière sans droit ni titre
bien-être et donc sans droit au travail qui sont dans une précarité finalement administrative. Certaines de ces personnes, elles ont un long parcours en hébergement. Pour certaines, de ce que j'ai pu comprendre, en fait, il y a des personnes qui sont quand même depuis plusieurs années dans ce dispositif d'hébergement et qui connaissent donc bien le système entre guillemets. Sur les bâtiments B et C, on a une structure qui s'appelle la halte des femmes et que moi je vais scinder en 3 parties pour être vraiment clair, le plus clair possible. Donc en 2 dispositifs distincts et il y en a un 3e que j'accole en fait à la halte des femmes. On a d'un côté la halte des femmes pré- et post-maternité qui accueille des futures mamans enceintes ou avec nourrissons qui étaient à la rue. Ce sont des femmes sortantes de maternité qui pour la plupart sont accompagnées du père de l'enfant. Ce n'était pas prévu initialement, l'association a fait le choix en fait d'accueillir les pères. On a aussi une autre halte des femmes qui accueille cette fois des femmes seules, victimes de violences, donc soit victimes de violences conjugales, soit qui sont dans un parcours de sortie de prostitution, voilà, un PSP. On a également une autre annexe de la halte des femmes, enfin moi je la colle à la halte des femmes, je suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne manière, la porte d'entrée, mais il y a une maison aussi en diffus qui accueille 2 familles ukrainiennes dont les 2 femmes étaient enceintes à leur arrivée. On a également 2 places en centre parental. Ce sont 2 familles qui ont été orientées par la protection de l'enfance et qui sont accompagnées dans leur parentalité dans le cadre d'une mesure éducative. Et enfin, petit nouveau sur la liste, on a un espace puériculture Les Petits Gaillards qui est un espace à destination des habitants du château, mais aussi des familles du quartier. Et c'est je ne sais pas vraiment comment le définir, un espace partagé pour les nourrissons, les jeunes enfants et les parents. Donc en tout, Alinéa, ça comptabilise quand même 110 personnes qui sont hébergées par l'association, avec quand même une majorité de couples et de femmes seules avec enfants. Et la particularité, vous comprendrez pourquoi j'ajoute ça par rapport aux autres associations qui sont sur site, mais les bureaux de l'équipe, du coup, ils sont aussi sur site. Les travailleurs sociaux sont présents au quotidien. Après, on a une seconde association qui est Forum Réfugiés, qui est sur les bâtiments E et F, et qui accueille et accompagne des personnes en demande d'asile, et ce, tout le long de leur procédure, dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, du coup, un UDA. Ce sont 54 personnes qui sont accompagnées au quotidien pour leur démarche juridique, en lien avec leur demande d'asile, du coup, mais aussi sur tout ce qui concerne leur quotidien. C'est un accompagnement global, donc social et sanitaire également. Tout comme avec Alinéa, il y a quand même une majorité de femmes et surtout de femmes seules avec enfants, même s'il y a beaucoup plus d'hommes seuls qu'on dit isolés. La majorité des personnes présentes sur site sont encore en demande d'asile, mais il y a également des personnes qui ont déjà eu une réponse de la part des institutions françaises, donc de l'OFPRA et de la CNDA. Certains ont obtenu une protection internationale et attendent d'accéder à un logement ou à une place en CPH, alors que d'autres ont été déboutés de leur demande d'asile et se maintiennent en attendant une éventuelle place dans un hébergement généraliste. Donc ce sont les personnes qu'on appelle les indus. Et enfin, on a une dernière association qui est Acoléa. L'association Acoléa porte le projet Logijeunes qui occupe le bâtiment G. Donc c'est un projet logement d'abord qui vise à accompagner vers et dans le logement des jeunes sortant de la protection de l'enfance. Ce sont des jeunes qui sont en contrat jeune majeur, qui ont entre 18 et 25 ans, plutôt entre 18 et 21 ans actuellement, du fait qu'ils soient en contrat jeune majeur, et qui sont orientés sur le dispositif par la métropole. Donc l'idée, c'est en fait de les accompagner pour vivre en logement autonome. Ils sont normalement dans des logements diffus, c'est de l'intermédiation locative. Donc l'équipe accompagne à la fois des personnes qui sont vraiment dans le diffus, donc dans la ville, et les jeunes, du coup, sur le site de Château-Gaillard, qui sont dans du diffus un peu plus regroupé, on va dire, ils sont dans le même bâtiment. Ils sont normalement dans des... l'équipe des travailleurs sociaux, elle travaille sur les principes du logement d'abord. Ils travaillent en multi-référence et selon le principe d'aller vers. Donc ils voient les jeunes à l'extérieur, chez eux ou dans un café par exemple. Au rez-de-chaussée du bâtiment G, il y a également une nouvelle équipe de l'association qui accompagne des jeunes en grande précarité sur les CEJ, les contrats d'engagement jeunes. Donc il y a 18 jeunes en fait qui sont logés sur le bâtiment G. Donc ce sont un peu plus de 180 personnes qui sont logées et hébergées au château dans des studios d'un peu plus de 30 mètres carrés.
Donc on retrouve également sur site des chambres d'amis qui sont dans le bâtiment D, à disposition des habitants, et un restaurant de quartier ouvert sur l'extérieur. Il y a aussi des joueuses de l'Asvel qui sont également logées sur bâtiment D. Donc voilà un peu pour la présentation vraiment du château et de qu'est-ce que c'est. Et je pense que la présentation, ça permet bien de voir que c'est vraiment de l'habitat en fait prioritaire, et ça fait le lien en fait aussi avec ce qu'Étienne a pu dire, où l'idée c'est de faire avant tout de l'habitat, et on sent la patte aussi du GIE dans tout ça. Je vous ai dit un peu plus tôt que j'allais vous parler d'habiter, et effectivement je pense que mon titre le laissait penser, puisque je parle de droit habité. Au début, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, début 2022, on communiquait beaucoup sur le château en disant que c'était un projet logement d'abord, que le projet avait pour vocation de mettre en œuvre les principes du logement d'abord. Aujourd'hui, la manière de dire les choses, elle a quand même évolué. Moi, je ne dis plus ça, et les porteurs de projet ne le disent plus trop non plus. Au début, quand je suis arrivée sur le terrain, j'avais compris que du coup, c'était un projet logement d'abord. Donc, je disais à toutes les associations, voilà, je travaille sur le logement d'abord, sur la manière dont vous mobilisez au quotidien les principes du logement d'abord. Et j'ai rapidement compris quand même que ça allait pas forcément de soi de parler de logement d'abord pour les équipes qui étaient sur site, pour les travailleurs sociaux. Et le château, à leurs yeux en tout cas, et à mes yeux maintenant aussi, c'est pas forcément en soi en fait du logement d'abord. Et en effet, c'est assez paradoxal, je pense qu'on peut tous l'admettre, de parler de logement d'abord quand on est sur une occupation temporaire. On est quand même sur quelque chose de temporaire, de ne pas durable, donc voilà, il y a un questionnement à avoir aussi en termes de temporalité, et en fait, on est aussi quand même sur de l'hébergement majoritairement sur le château. Donc c'est aussi un des paradoxes un peu du projet. Et plutôt que de parler de logement d'abord, je préfère voir la chose sous le prisme de l'habiter et du droit à habiter. Ça paraît tout con en fait comme changement, mais je trouve que ça change la focale, et ça transforme un peu la manière aussi de voir les choses. C'est-à-dire que en fait, quand on parle d'habiter, c'est réfléchir à comment on accompagne les personnes sur cette question de l'habiter. Ça semble anodin vraiment, mais c'est un projet en fait autour de l'habiter, et c'est aussi comment, en fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les travailleurs sociaux mettre cet habiter au cœur. J'avais envie de finir cette communication en vous parlant de la notion de fiction, parce que je la trouve assez intéressante pour réfléchir sur cette question de l'habiter, et de comment on fait en fait pour mettre en œuvre un projet commun autour de cet habiter, et plus largement sur le droit à habiter. Quand j'ai échangé sur le projet avec les professionnels, beaucoup m'ont dit que selon eux, le projet et son ambition n'étaient pas forcément réalistes, dans le sens où dire qu'on met l'habiter au cœur, que les personnes peuvent se maintenir si elles le souhaitent sur site, qu'elles sont chez elles, c'est bien, mais que quand on se confronte à la réalité, eh bien, c'était pas si facile aussi de mettre l'habiter au cœur finalement, que ça ne va pas forcément de soi, et que ce n'est pas non plus sans paradoxe. Et en effet, dire aux personnes en fait qu'elles sont habitantes, c'est bien, mais ça se confronte aussi parfois à la réalité du terrain. Il y a toujours cette question en fait du prêt à habiter qui est présente. Est-ce que la personne surtout répond aux critères en fait finalement d'accès au logement? On en a un petit peu parlé, mais c'est la question. Elle ne coche pas toutes les cases pour accéder à un logement autonome. Pour certaines, c'est une simple question de régularisation. Je pense qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est important de l'évoquer. De droit au séjour. Pour d'autres, c'est une question aussi d'insertion professionnelle, une question financière en fait, d'avoir les moyens de payer en fait du logement. C'est ça. Certaines personnes ne peuvent pas se maintenir indéfiniment sur site, et c'est aussi la question, par exemple, des demandeurs d'asile, où on doit préparer la sortie presque dès que la personne arrive, parce que il va quand même y avoir une sortie à un moment si on est débouté. Et Nicolas l'a bien dit, les chiffres actuellement sur la demande d'asile, on le sait, en fait, il y a quand même une grosse probabilité d'être débouté et du coup de ne pas avoir de protection internationale. Donc, dans ces cas-là, parler d'habiter peut relever d'une injonction contradictoire. C'est ce qu'explique notamment Cédric Sadin-Sébron quand il parle de faire comme chez soi quand on n'est pas chez soi dans les CHRS. Moi, j'aime bien cette expression, avec à la fois cette mission de dire à la personne, vous êtes chez vous, appropriez-vous l'espace, tout en lui rappelant que ce chez soi, il est conditionné, il est temporaire. Donc c'est très paradoxal, mais le travail social, il est fait de paradoxes. Je pense qu'on le sait tous. On est plein d'injonctions contradictoires. Ce que je trouve intéressant, en fait, dans cette notion de fiction que j'emprunte à Antoine Aignan et à Pierre Vidal-Naquet, c'est l'idée que faire comme si, ça a déjà un effet en soi.
et je trouve que c'est quand même intéressant de le mettre au cœur. Il nous explique que la fiction, c'est une construction pas à pas, provisoire, tâtonnante, d'un lieu commun où les places des uns et des autres se dessinent, et par là même leur répertoire d'actes attendus, de réactions possibles, de proximité et d'énervement, de choses possibles ou non, et même quand tout se passe bien, de relations personnelles, de sentiments et de tendresse, d'appréciation croisée. Tout cela doit prendre corps pour avoir lieu, et cela ne se fait qu'en bâtissant une histoire commune sur un territoire partagé. C'est vraiment cette idée de créer une histoire commune. Donc faire comme si, et en fait c'est faire comme si, et en faisant comme si, on permet à cette possibilité d'advenir. Faire comme si a un effet performatif, la fiction devient peu à peu réalité, et cette fiction elle s'écrit en tâtonnant. Et ce tâtonnement, il est collectif en fait. On avance tous pas à pas, petit à petit dans cette expérimentation. Et c'est normal car il s'agit aussi d'une expérimentation. Et ben voilà, il y a ce côté aussi quand même bricolage un petit peu de l'expérimentation. Et de l'idée de laboratoire en elle-même. Donc parler de tâtonnement n'est pas à voir comme quelque chose de péjoratif. On avance tous en tâtonnant, que l'on soit porteur de projet, travailleur social ou même doctorante. Voilà, merci.